Nous allons donc poursuivre avec un exposé de François Rochon. J'espère que les personnes qui sont en ligne nous ont rejoints. Passage, je remercie les personnes qui sont à la traduction. Tout le monde est très content, je crois, du travail de traduction dont on sait qu'il est difficile. Donc, pour fermer enfin, clore, on va dire, ce volet sur les politiques publiques du logement, François Rochon, tu vas nous présenter la situation française. Donc, à travers cet exposé que tu as intitulé 30 ans de politique de logement en France, 1995-2024, tu es urbaniste, consultant, docteur des ponts et chaussées, et tu as écrit plusieurs essais sur la politique publique du logement, qui est donc ta spécialité. Merci. Merci pour cette introduction. Avant d'entrer dans le cœur de l'exposé, comme on a, merci beaucoup, on a toute une réflexion là qu'on a eue ensemble dans la matinée entre France et Espagne. En préambule, je voudrais commenter un petit peu ce que je retiens et qui va nous servir pour pas plaquer l'exposé. Voilà, juste en une minute. Merci. Alors, si je remonte le fil de ce qu'on a fait pour positionner la réflexion côté français sur les 30 dernières années, euh, d'abord, je voudrais dire que la présentation historique au 19e siècle me parle beaucoup en tant que Français aussi, puisqu'on a eu ce moment de révolution industrielle, de transformation des villes, d'accompagnement du développement économique qui a une influence sur la ville. On a eu cette réflexion aussi en France sur les questions de sanitaire, d'hygiène, des maladies qui sont liées à la vie urbaine et qu'on a essayé de traiter par l'aménagement urbain. Et puis on a eu aussi ces questions, je dirais, de paix sociale, hein, avec les populations ouvrières et le rapport entre soit les propriétaires, soit les dirigeants des entreprises. Donc ça, ce contexte-là qui a modelé les villes, eh bien c'est un contexte, je pense, qu'on partage des deux côtés de la frontière dans les deux pays. Deuxième élément qui me semble essentiel et qui est différent, je pense, en France et en Espagne, c'est quand même l'influence de la guerre civile qui a remodelé les politiques publiques et qui a meurtri le pays. En France, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a transformé le pays avec beaucoup de démolitions et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la prise de conscience qu'on avait une grande part de nos logements qui étaient quand même vieux et sur des standards de confort qui dataient du 19e siècle et qui n'étaient plus de leur temps, quoi. Donc la comparaison, mais c'est pas les mêmes guerres. Troisième élément, cette question du rapport à la propriété, propriétaire-locataire. C'est un débat très important aussi en France, mais le choix de la France a été plutôt de rechercher un équilibre assez tôt des statuts d'occupation, avec un débat permanent sur est-ce qu'on développe l'accession, est-ce qu'on développe la location, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on est dans un paradoxe où il y a en France quand même une aspiration à l'accession à la propriété, et on fait la grande politique des grands ensembles de façon massive, hein, c'est un volume très très important dans le parc qui pèse encore aujourd'hui. Ça, c'est peut-être une différence d'approche urbaine avec l'Espagne. Enfin, une différence tout à fait significative et qui sera le cœur de mon exposé, c'est qu'il m'a semblé comprendre quand même que dans les 30 dernières années, l'élément majeur pour comprendre ce qui se passe en Espagne, c'est cette bulle immobilière. Et en France, elle se présente de façon différente, puisqu'on a réussi, entre guillemets, à l'absorber pour des raisons de structure financière, la façon dont on finance le logement, mais aussi parce qu'on avait un outil qui était notre secteur du logement social à la française, qui avait quasiment un siècle, et qui avait une capacité financière de racheter les programmes des promoteurs immobiliers plantés. Et donc, à l'époque, c'était le président Nicolas Sarkozy, a incité les acteurs du logement social à racheter une grande partie
des programmes qui étaient en souffrance du fait de cette crise. Et donc, on a pu l'amortir, ça a lissé les courbes. Malheureusement, je ne vais pas vous présenter exactement le même graphique, mais je vais vous présenter les données équivalentes sous forme d'histogramme. Je commenterai les choses. Enfin, le cinquième élément qui me semble important et qui prend des formes différentes en France et en Espagne, c'est cette réflexion. L'intervenante précédente a parlé d'un système en refonte. En France, les acteurs poussent à cette réflexion intense sur la politique du logement, mais comme elle n'est pas provoquée par une crise flagrante, mais plutôt par une lassitude d'une certaine inertie, eh bien, on se retrouve à un moment politique équivalent, mais sous une configuration qui est, je dirais, à l'opposé. Enfin, sur le cas du Pays Basque, je voudrais souligner des parentés par rapport aux politiques publiques françaises, notamment ce que vous indiquez, le VPO qui devient définitif, pour vous dire qu'en France, la tradition du logement social français, c'est que par définition, il est définitif. Et quand on construit un logement social à la française, c'est pour toujours. C'est parfois des expressions qui reviennent en disant il fait partie du patrimoine de la nation. C'est comme ça qu'on l'a défini quasiment depuis les origines. Et le débat est un petit peu inverse, c'est qu'on cherche à le vendre pour tout un tas de raisons de modèle économie dans lequel je ne rentrerai pas dans les détails, sauf si peut-être par la suite dans les discussions qu'on pourra avoir ici. Voilà pour commenter un petit peu tout ce que j'ai entendu pour entrer dans le sujet de ces 30 ans de politique du logement en France. Alors vous m'avez dit 30 ans, je me suis dit pourquoi, un peu arbitraire, mais en fait non. C'est une date tout à fait essentielle pour comprendre la situation en France et souvent elle n'est pas assez mise en avant à mon sens. Alors oui, je fais la même erreur que tout le monde, c'est ici le bouton. Voilà. En 95, on a les élections présidentielles. On se souvient du débat démocratique du deuxième tour avec Lionel Jospin qui est à gauche et Jacques Chirac qui deviendra président. C'est un moment politique important, un débat de haute tenue qui présente des visions différentes de la politique du logement. Je le signale d'autant plus que c'est assez rare qu'on parle en détail de logement dans le cadre d'une présidentielle. Et là, bah oui, c'est vrai, hein, c'est exceptionnel. Donc voilà, ça vaut le coup d'en parler. Et puis, si vous regardez la vidéo, en plus, il y a des passages assez drôles. En tout cas, sur le fond, ce qui nous occupe, c'est que les deux candidats sont d'accord sur un diagnostic qui est celui présenté par Jacques Chirac à droite de la fracture sociale. Jospin le reformule à sa manière en disant c'est plutôt une faille, c'est pas une fracture. En tout cas, il y a deux France qui s'éloignent et deux programmes politiques totalement différents. Le candidat de gauche socialiste défend une politique de gauche traditionnelle qui est le développement du logement social avec un raisonnement tout à fait logique en disant il y a des personnes qui sont en difficulté de logement, on va leur fournir un logement de qualité par la tradition du logement social et pas cher par son système de financement. L'avantage, c'est qu'ils ont plus de pouvoir d'achat, donc ça soulage les ménages, c'est bon pour l'économie et en plus, on construit. À l'époque, on n'est pas à l'époque du zéro artificialisation nette, comme on dit en France. Voilà, on se développe, c'est positif, c'est vertueux, et puis par la dynamique de l'action publique. Le candidat de droite, Jacques Chirac, a une autre approche complémentaire. Il prend le sujet de cette crise sociale qui se manifeste dans le logement sous la forme plutôt du marché. Non pas de l'action publique, mais de fluidifier le marché. Et pour ça, il dit il faut mettre de l'oxygène dans le système. Et l'oxygène, pour lui, il le situe dans l'accession à la propriété des couches moyennes, en disant il faut permettre aux couches moyennes d'accéder, les prix c'est trop cher à financer et donc il faut compléter l'épargne qu'ils n'ont pas. Et pour leur donner en quelque sorte en avance l'épargne qu'ils n'ont pas, on va leur faire un prêt à taux zéro qu'ils rembourseront progressivement et qui leur fait voilà, le point de départ. Et ce prêt à taux zéro, eh bien, il existe encore aujourd'hui, il est soutenu par un grand parti des acteurs. Il permet de fluidifier le financement du logement parce que un logement, c'est ce qui coûte le plus cher quoi, dans la vie d'un ménage. Et donc, il y a la question financière toujours derrière. Et donc, on a deux logiques complémentaires plus qu'opposées. Celle de gauche traditionnelle qui dit, eh bien, en fait, il faut améliorer les conditions d'habitation et par suite, on résout la question du logement. L'autre approche qui dit, mais non, il faut améliorer la position sociale des citoyens. Ceux qui veulent accéder à la propriété, faut leur permettre de le faire en dépassant les limites, on va dire,
de leurs revenus liés au monde économique. C'est ça la politique du logement, de soutien. Et on fait tourner plus facilement la mobilité des ménages, et celui qui accède à la propriété libère l'espace, le logement qui était en location, et ainsi de suite. Ça fait un effet de chaîne. Cette formulation effet de chaîne est très très importante en France dans le débat public pour comprendre la mécanique du marché de l'immobilier. Si bien qu'en France, dans le débat public, on parle beaucoup, quand on parle de politique de logement, selon cette logique plutôt que on va dire, des prix et de l'immobilier. Voilà, c'est plutôt cette approche-là. Je voudrais signaler enfin, en 95, pour rentrer un petit peu dans le détail du personnel politique, parce que c'est beaucoup des acteurs, oui, je n'ai pas signalé en préambule que la France est bien sûr un pays très centralisé, donc la politique nationale conditionne beaucoup ce qui passe sur le logement. Et là, dans ce programme de Jacques Chirac, il est porté par un député de Paris qui, en même temps, haut fonctionnaire polytechnicien et qui est vice-président d'une composante du mouvement du logement social, mais qui s'occupe de l'accession aux propriétés. Et donc, il a croisé plein d'acteurs pour aboutir à cette proposition technique financière du prêt à taux zéro, dont le paradoxe est qu'elle était plutôt dans la mouvance de gauche, mais mise en place par la droite. Et en réalité, la politique du logement française, elle oscille beaucoup de gauche à droite sous une forme de, je dirais, si on prend le recul historique au-delà des débats politiques, politiciens, eh bien d'une complémentarité, d'une espèce pas de consensus, mais en tout cas d'équilibre global du pays qui fait avancer cette politique. Deuxième élément, qui est d'actualité pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir malheureusement. Quand j'ai préparé cette j'ai choisi la photo hier, j'avais pas encore lu la presse, je ne le commande pas. En tout cas, en 95, revient une figure très importante du mouvement social en France, qui est celle de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre est connu en France en 1954 pour son appel radiophonique, un peu dans le style du général de Gaulle, en disant « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. » Et serrant contre elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Le moment des expulsions est le moment le plus intense en France dans l'histoire récente de la crise du logement. Ce n'est pas la bulle immobilière que vous avez connue de façon effroyable en Espagne, c'est les années 50 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc cet appel et le mouvement Emmaüs que crée l'abbé Pierre va permettre de pousser l'action publique à aller dans le sens de la résolution du problème du mal logement tel qu'il se posait à l'époque. Et le paradoxe, c'est que en 95, 40 ans plus tard, l'abbé Pierre revient sur le devant de la scène avec le même sujet, mais pas le même problème. Il se pose dans des termes différents. Différents. Et ça, c'est le troisième élément des années 95. C'est un livre tout à fait essentiel, connu plutôt des spécialistes, mais qui, je pense, est vraiment marquant dans l'histoire, publié par François Hacher, qui est de nos grands urbanistes, qui avait la particularité d'être à la fois un penseur et un acteur en lien avec voilà, l'aménagement en tant que pratique. Et les grandes figures d'analyse de la question du logement en France pose un nouveau diagnostic qui est celui du grippage du système. Ce qui revient à ce que je vous ai expliqué en préambule, le problème n'est pas la quantité de logements, ni même exactement leur position, mais plutôt le fonctionnement du système, c'est-à-dire la circulation des ménages, des familles dans les logements disponibles et le lien entre une politique urbaine et une politique sociale. Et je vous lis cet extrait qui me semble bien résumer la chose, la façon dont on pose la question du logement en France en 95. Si la problématique de la crise est de retour, en France, on parle quasiment toujours de la crise du logement depuis le milieu du 19e siècle. Donc, voilà, c'est le vocable, c'est le point d'entrée sur la question du logement, c'est la crise du logement, en fait. Si la problématique de la crise du logement est de retour, ce sont moins les types de logements et de villes produits qui sont en cause que leur inaccessibilité par une partie croissante de la population. Donc, on a deux éléments, c'est l'accès au parc et à sa diversité, et une part de la population qui est principalement concernée et qui, derrière, est le révélateur de situations plus favorables, mais avec des difficultés diverses.
dans le reste de la population. Donc voilà le contexte de 95, de ces 30 ans, qui me semble vraiment le moment super intéressant pour décrire la période contemporaine. Donc maintenant, regardons la trajectoire. La trajectoire du débat intellectuel, c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi, finalement, 30 ans après, on parle toujours de crise du logement, et en plus, on a l'impression qu'il y en a une qui se rajoute dessus, qui est celle de la crise immobilière. Alors, je vous ai déjà décomposé différentes logiques. Quand on pose ce diagnostic, on se dit, bon, on a un problème qui est lié plus au fonctionnement du système. Donc, 3 approches logiques complémentaires pour le travailler. Je vous décris un peu. C'est un travail, on va dire, de lecture de ce qui s'est passé, des recherches qui sont advenues à partir de ce grand nouveau contexte de public. On a des nouveaux mal logés qui sont plus ceux des années 50, qui sont différents, qui est une nouvelle population. On a parlé dans les années 80 de nouvelle pauvreté, ensuite on dit les exclus, et donc eh bien, il faut étudier qui sont ces gens, comment ils sont arrivés là, pourquoi, et on va appeler ce concept d'interprétation le mal logement, parce qu'ils sont logés, avant ils n'étaient pas logés du tout en France, là ils sont logés, mais mal logés. Et avec la Fondation Abbé Pierre, elle devient la référence de l'analyse en publiant chaque année un rapport, le rapport sur l'état du mal logement en France, et qui devient la clé de référence le 1er février, en référence à l'appel de l'abbé Pierre des années 50. 1er février, on a un baromètre de la situation sociale du mal logement. Et c'est un concept, une forme d'approche, ceux qui sont exclus du système. Deuxième approche, c'est de dire, puisqu'on a ces gens en difficulté, il faut arriver à... Ça veut dire qu'on a des blocages internes au système. Donc il faut les identifier et résoudre chacun des rouages, mettre de l'huile dans les rouages. Et donc ça se passe sur la politique du logement, c'est l'action publique. Donc on va s'intéresser à décomposer l'action publique et à la rendre plus efficace. Et ce qu'on se dit à cette époque-là, puisqu'il y a eu un mouvement de décentralisation, c'est que la solution, elle se passe sur le terrain, et donc la solution, c'est les politiques locales de l'habitat. Et on va avoir tout un mouvement de mise en place, de construction des politiques locales de l'habitat en France. Cela invite à mieux cibler les politiques, et oui, je commande que ça, c'est plutôt le débat qui se passe du côté des professionnels, tandis que le mal logement précédemment est un problème social qui est posé plutôt dans le grand public, problème public plus général. La troisième approche, plus abstraite, plus longue à s'approprier, c'est celle du système de l'habitat. Derrière cette logique de l'action publique, qui fonctionne en France avec 3 statuts d'occupation, propriétaire, Denis l'a dit en introduction, 57% qui stagnent depuis 20 ans, et on va dire une grosse moitié et une petite moitié locataire, avec une partie légèrement prépondérante du marché privé de la location et une partie un petit peu plus faible actuellement de logement social. Et donc on a cette logique de l'action publique, mais dessous, le système de l'habitat est plus profond. Les trajectoires des habitants, elles ne sont pas mécaniques d'un statut à un autre, c'est un parcours de vie beaucoup plus composite, avec des opportunités, et on se rend compte qu'il y a des spécialisations dans les villes. Par exemple, un logement locatif privé, il est plus, si on le regarde sur le long terme, eh bien, il convient plutôt, par exemple, à un couple de jeunes. Et on se rend compte que quand le couple de jeunes s'en va, eh bien, vous avez plutôt tendance à avoir aussi un couple de jeunes. Et donc, il y a une inertie dans le fonctionnement des villes, une spécialisation des quartiers, et le travail sur le système de l'habitat, essayer d'expliquer ces processus d'abord au niveau local et ensuite au niveau global. Maintenant, revenons au présent. Où ça nous amène? Ça nous amène dans, une fois qu'on a ces 3 réflexions complémentaires, chacune dans leur couloir, en 95, on a fait ce travail intellectuel de décomposer le problème et on l'a spécialisé pour mieux le comprendre. Aujourd'hui, réflexion est de dire, eh bien, on devrait maintenant recombiner, recoordonner ces différentes approches. On a essayé de le faire récemment avec des concertations. On a eu le Conseil national de la refondation qui faisait référence au Conseil national de la résistance, toujours notre référence historique majeure en France de la Deuxième Guerre mondiale. On a eu différentes formes, mais qui n'ont pas abouti à avoir ce que vous avez présenté précédemment de façon très nette, un moment de refonte du système en Espagne. Nous, on sent qu'on approche, mais on ne sait pas encore le faire sur le plan de la méthode. Voilà, je résumerai comme ça, un enjeu de méthode intellectuelle et démocratique.
puisqu'on est dans un pays centralisé, mais que la question du logement, elle se passe au niveau local. Tout ça est bien compliqué. Deuxième élément, je vais commenter les mêmes données que sur l'Espagne, sur les 50 dernières années, puis en faisant le zoom sur les 30 dernières années, la trajectoire de la construction, puisque dans le débat public en France, même si j'ai indiqué que le diagnostic était plutôt sur le problème de la mobilité, on concentre l'action publique, je dirais dans une tradition, sur les effets de la construction. Alors, dans les années 70, on avait une structure du parc très différente et très différente de ce qu'on a aujourd'hui et très différente de celle de l'Espagne. Il y avait 45% de propriétaires, donc à l'époque de l'Espagne, c'était déjà un peu plus. Et avec des accédants, donc c'est les personnes qui continuent à payer un prêt, et tout en bas, ceux qui ont déjà remboursé. Au milieu, vous aviez les autres statuts d'occupation, qui étaient les hôtels meublés, des formes de logements un petit peu particulières, qui pesaient 15%, qui n'étaient pas forcément des logements très beaux, de bonne qualité, mais qui n'étaient pas chers et bien pratiques pour les gens à un moment donné de leur vie. Et donc, ça peut-être, ça nous renvoie à d'autres formes de réflexion, de recombinaison dont on a parlé ce matin entre formes de famille et type de logement. On avait locatif social qui pesait seulement 10% et un parc locatif privé bien dodu avec 31%. Regardons la trajectoire de la construction. J'ai mis de 70 à 2013. Je vais plus loin que les 30 dernières années parce que c'est ce pas de temps-là qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe, étant donné que nous, en France, nous n'avons pas un effet sur les 30 dernières années très majeur de pic qui redescend, mais les courbes sont beaucoup plus lisses. Vous avez, alors, commençons par le bas, il me reste 6 minutes. On a doublé en volume le nombre de propriétaires, plus que doublé. On a plus que doublé les accès dans la propriété, ça veut dire qu'on a ouvert le spectre de personnes qui pouvaient accéder à la propriété, qui étaient peut-être un petit peu juste au niveau des revenus, et grâce notamment au prêt à taux zéro, on a trouvé des formules financières permettant de financer. Au milieu, les autres statuts, là, ça baisse. Le carré qu'il faut retenir, c'est celui qui est plus foncé. En fait, ces autres statuts, ils ont été compressés, divisés quasiment par 4, parce qu'on a reconfiguré totalement nos villes, notamment sous l'effet des grands ensembles. On a détruit des vieux logements et on en a construit beaucoup. C'est l'effet des grands ensembles des années 50-73. Et puis en haut, la barre la plus fine et la plus longue, et pour moi c'est l'élément le plus spectaculaire de la politique du logement en France et qui distingue peut-être le plus celle de l'Espagne, c'est le logement locatif social. Il a triplé en volume. Souvent, vous avez en France des acteurs qui soutiennent le logement social, qui disent on n'en fait pas assez, il faut soutenir. En fait, c'est vrai, mais la réalité de l'action publique et la continuité de l'action publique en France, on va dire number one, c'est le soutien au logement locatif, social, qui a triplé en volume, qui représente plus de 5 millions de logements et qui a une place structurelle dans l'ensemble des résidences principales en France. Distingue la France des autres pays européens. On a vu le graphique un peu des classements de tous les pays européens. Nous, en France, si on a une spécificité, c'est qu'on a décidé de structurer notre parc avec un gros parc locatif social et un gros parc locatif privé. Et toujours soutenir l'action à propriété, mais évidemment, quand on soutient les deux autres, on ne peut pas non plus faire tout augmenter. Et donc, elle stagne depuis 20 ans. Et le locatif privé, même chose que les autres statuts, eh bien, il a beaucoup baissé, presque par deux, en réalité, en volume. Et ça, on le sait peu. Et pour moi, c'est ça le cœur du réacteur. Et je pense qu'aux Pays-Bas, c'est le plus sensible. Vous avez en fait les courbes, comme je n'ai pas fait le schéma, je vais vous les dessiner. Donc vous avez la courbe de l'accession à la propriété en France, elle double, elle est comme ça, elle monte fort. Vous avez la courbe de locatif privé, elle monte plus doucement, mais comme elle part de plus bas, en fait en volume, c'est très puissant. Et puis vous avez la courbe de la location privée, elle est oscillante, elle hésite, parce qu'en France, on n'a pas trouvé de formule de défiscalisation. On a parlé beaucoup de ça. Le logement, c'est beaucoup d'argent, donc c'est des politiques fiscales. On n'a pas trouvé de formule pour soutenir le parc locatif privé. C'est une politique qui a coûté très cher et qui n'a pas réussi en volume. Et donc, on aboutit à une transformation de la structure du parc en France. Regardez 70, 2013. Et ça veut dire que comme vous avez un parc qui est moins divers, je schématise là pour la fin de la présentation, comme vous avez un parc qui est moins divers, vous avez pour les ménages moins d'opportunités en termes de statut et de diversité, de mode d'organisation d'accès au logement.
moins d'opportunités et donc une arborescence, un panier de choix qui a tendance à se réduire. Et donc la fluidité, le passage, le brassage de la population dans les logements disponibles, eh bien, est limité, ça se grippe. Voilà pour cette présentation donc, de la trajectoire. La spécificité de la politique du logement, c'est que tout est fait, notamment au plan financier, pour permettre la continuité de la production. On ne fonctionne pas par effet de rattrapage ou par à-coup. On est plutôt dans une politique de lissage en permanence. Et j'ai commenté le sauvetage de la crise de 2009. Quelle structure, et alors la question qui se pose aujourd'hui quand en Espagne on parle de refond du système, nous c'est quelle structure on veut pour le demi-siècle qui vient. On voit que sur le demi-siècle passé, la structure du parc elle est totalement différente, mais par contre en France on ne sait pas dire qu'est-ce qu'on veut pour les 50 ans qui viennent. On a eu l'époque notamment qui a beaucoup marqué de 2007 le président Sarkozy sur la France des propriétaires. Et pour l'anecdote, la ministre de l'époque, Christine Bouquetin, son premier déplacement, je crois qu'elle fait, il est en Espagne, pour dire notre projet en France, c'est de faire une France de propriétaires, donc on va voir un pays qui a beaucoup de propriétaires, on va en Espagne. Et c'est le moment de la bulle immobilière. Et donc elle voulait soutenir en fait la politique du logement en allant voir un bon exemple, et elle voit au contraire les fragilités du système. Et donc là, on est à un moment un peu de paradoxe sur définition de l'avenir de la politique du logement en France. Et il y a la question sociale, c'est quel type de parcours, on parle en France beaucoup de parcours résidentiel, quel type de parcours on veut promouvoir. Et il ne suffit pas de le dire, il faut avoir l'infrastructure technique, politique pour le mettre en place au niveau national et surtout avec les instruments locaux, les politiques locales dont j'ai parlé et qui ont été bien présentées en amont. Donc, comment avance-t-on? C'est une question qui est ouverte. Et cette refonte du système, moi, là, c'est un commentaire personnel, malheureusement, elle est partagée comme besoin, mais on ne sait pas encore, on a encore besoin en France de beaucoup travailler pour arriver à la formuler. On a cependant un grand repère majeur qui ne date pas de 30 ans, mais de 25 ans, c'est la loi SRU qui est quand même majeur pour notre place que j'ai décrit très important du logement social en France, hein, qui est un peu une ligne directrice. Beaucoup de débats permanents, mais enfin cette loi existe toujours. Elle date de l'an 2000 et elle consiste à atteindre un seuil, je le dis pour, elle est très connue en France, mais je le dis si vous ne l'avez pas en tête en Espagne. Voilà, c'est la loi qui s'appelle Solidarité et renouvellement urbain. Elle passe sous le gouvernement de Lionel Jospin, puisque vous vous rappelez qu'en France, on a élu Jacques Chirac et 2 ans après, dissolution. Et donc, c'est Lionel Jospin qui arrive au pouvoir. Et donc, on a une cohabitation. Et en fait, les deux visions que j'ai décrites de la politique du logement, elles se retrouvent combinées à ce moment-là. Et à la fois, on fait le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété et on défend le logement social, pas seulement dans la production, mais dans la planification en disant il faut, l'article 65, c'est il faut au moins 20% de logements sociaux dans les communes urbaines, je crois que c'était plus de 3500 habitants. Et 10 ans après, en 2012, quand la gauche revient au pouvoir, on passe à 25% pour réaffirmer cette place du logement social comme structurel. Et on fait une deuxième chose très importante, c'est une loi de régulation des loyers du locatif privé. Parce qu'on se rend compte, en 2012, donc 12 ans après la mise en place de cette loi de programmation, on a réussi à faire plein de logements. On estime à 800 000 logements quand même construits de logements sociaux sous l'effet de cette planification sur les 20 dernières années. Eh bien, ça n'a pas suffi à équilibrer l'idée théorique qui était si on construit un gros parc locatif social, eh bien, on va temporiser les effets inflationnistes des prix dans le locatif privé. Ça n'a pas été suffisant, donc on dit bah c'est pas suffisant, donc on va faire une loi de régulation des loyers dans le locatif privé, très controversée. Et donc elle met, c'était vers 2012, donc ça fait quasiment une dizaine d'années, elle met quasiment 10 ans pour arriver à être appliquée ici, par exemple. Alors, et il a fallu convaincre, et maintenant elle a convaincu.
Enfin, pour conclure, vous me demandez un mot quand même sur l'actualité. Quelle crise du logement? La crise du logement, c'est la façon de définir la politique du logement en France. Donc, en fait, voilà, c'est un peu notre identité politique. Deuxièmement, quelle crise aujourd'hui? Il y a effectivement une crise du marché de l'immobilier. Il y a des phénomènes cycliques, c'est une réalité des acteurs, mais la façon dont on a en France jugulé la crise en 2009, on ne peut plus le faire aujourd'hui parce qu'en fait, on a pérennisé ce système qui consistait à dire il y a un problème dans le secteur privé, donc c'est le logement social qui rachète les programmes et on arrive à temporiser à un moment donné, ça coûte très cher, mais c'est pas grave. Et ben, en fait, sur les 10 dernières années, le logement locatif social, pour tout un tas de raisons là, qu'on n'a pas le temps de détailler, finalement, s'est habitué à travailler avec les promoteurs et on a une hybridation de la production, ce qui fait que comme la moitié des programmes est déjà préacheté par le logement social, ça veut dire qu'il aide, il soutient déjà d'une certaine façon dans son mode d'organisation de production de la ville. Il est complètement mêlé au parc locatif privé, donc on a plus cet outil qu'on appelait contracyclique, contre l'effet du cycle immobilier. Enfin, moi je pense qu'il y a surtout une crise de la pensée sur la politique du logement en France, et sa recombinaison n'est pas encore à maturité pour penser une autre politique du logement. Et là, la référence, elle n'est pas à 30 ans, mais plutôt à 50 ans, celle de 1977, où c'est le moment où on fait un grand basculement du financement de la politique du logement, qui était vers ce qu'on appelait l'aide à la pierre, ça veut dire que l'État finance plutôt les programmes, et comme on avait résorbé le déficit de quantité de logements avec la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on s'est dit dans les années 70, la fin de ce qu'on appelle ici les 30 glorieuses, hein, le grand moment de croissance, eh bien, on va travailler sur la qualité du logement. On a du retard sur la qualité, et donc on va aider les ménages financièrement. On fait une aide sociale. On transforme une aide dans le bâtiment. On fait glisser les financements vers l'aide sociale. Et donc, ce grand basculement de la conception de la politique du logement, qui nous marque encore aujourd'hui, eh bien, peut-être que c'est plutôt cette référence-là qu'il faudrait reprendre un petit peu plus profond dans l'histoire pour voir où on en est aujourd'hui. Voilà pour conclure cette présentation sur le cas français et les interactions qu'on a avec le cas espagnol. Merci. Merci beaucoup, François. Cette synthèse, on va passer à la dernière partie de la matinée, qui est une table ronde. Je pense que François, tu peux rester. Je vais peut-être plutôt inviter Anna peut-être à rejoindre la table. Peut-être une autre intervenante, Marie-Pierre aussi. Et peut-être qu'on va essayer de se reconnecter avec Raquel Rodriguez. Aitziber a dû nous quitter. Aitziber Cesareta est parti. Donc, on a là nos... Anna est là, en bout de table. Et c'est Raquel, donc on a en visio. Donc, Denis Cagnot, tu nous proposes cette table ronde pour conclure la matinée, et je crois que tu vas poser une série de questions, ou en tout cas, tu vas peut-être mettre nos intervenants en dialogue. Hein. On n'a pas eu de questions dans la matinée. C'est le moment voilà, de parler un peu librement des choses. Éventuellement, si vous avez des questions dans la salle, on aura peut-être un moment pour les prendre. Merci Hélène, et merci à tous les intervenants et les intervenantes de ce matin. Pour faire la transition, il me semblait intéressant de vous mettre un peu en dialogue, Anna et François. D'abord parce que François y a invité en faisant cet écho. Ça ne marche pas? Ah, elle n'a pas la traduction. C'est 2, numéro 2, DOS. No le oigo la traducción en castellano. Ça y est? Gracias. Ça marche? Très bien. C'est bon. Donc, la question, c'était donc de vous inviter à vous mettre un peu en dialogue, Anna et François. François l'ayant invité tout à l'heure. Et ce que je retiens, c'est le mode de réaction à une situation de crise, sachant que les deux ne sont pas les mêmes natures de crise. Anna, tu as évoqué... alors, c'était pas Anna, c'était plutôt Raquel, pardon.
Raquel. Ok, sí, sans problème, oui. Raquel, tu as évoqué tout à l'heure la réponse à la crise immobilière de 2010-2012 en Espagne avec justement réflexion de la refondation de la politique. Et ce que nous expliquait à l'instant François, c'est qu'en France, n'ayant peut-être pas eu, est-ce que c'est une explication, de crise franche aussi forte, qui a été violente, d'après ce que j'ai compris des relations présentées tout à l'heure, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles le phénomène français fait qu'on s'est interdit, ou en tout cas on n'arrive pas à refondre la politique du logement en France? Est-ce que, euh, Raquel, tu dirais que en Espagne, la refondation a été à la hauteur de la crise que vous avez connue? Je vais répondre en espagnol, même si je parle français. Je pense que c'est plus. Je pense que de mon point de vue, la reformulation des politiques n'est pas issue d'une décision du gouvernement. C'est juste un besoin qu'on ne peut pas éviter. C'est davantage le système immobilier qui oblige l'administration et les politiques à se reformuler face aux problèmes posés. Il y a pas, c'est pas issu d'une décision volontaire. Donc ça, c'est la première nuance que je voulais apporter. Et je crois que cette reformulation ne sera pas suffisante tant qu'elle ne tienne pas compte, tant qu'elle ne tiendra pas compte de d'échelle de ce problème. Et c'est difficile de répondre avec un territoire aussi complexe. Il y a 17 régions autonomes avec 17 politiques différentes. Et c'est vrai qu'il y a des points communs, mais il est impossible de pouvoir comparer les efforts consentis, la volonté et les budgets du Pays Basque ou de la Catalogne avec ce qui se fait à Madrid, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est évidemment la couleur politique du gouvernement, mais également la façon de faire face au problème. Et à ce niveau-là, je crois que la refondation devrait être beaucoup plus en profondeur pour faire face aux problèmes réels, en fait. On loue pas un logement privé parce que les gouvernements l'ont décidé, mais c'est parce que c'est la seule option sur la table. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment précisément à la question, mais bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Oui, merci. Non, mais très bien. C'était intéressant d'avoir ce point de vue. Sur la partie de logement locatif privé, j'ai cru comprendre que la production, enfin l'augmentation du parc locatif privé n'était pas encadrée aujourd'hui. François, tu as évoqué les possibilités depuis la loi de 2012 d'encadrer le logement locatif privé. Est-ce qu'en Espagne, il y a un dispositif d'encadrement du logement locatif privé, du loyer privé? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Effectivement, il y a une réglementation, mais c'est une réglementation qui s'applique, c'est du droit civil qui s'applique aux relations entre deux acteurs privés. Je ne sais pas. Effectivement, il y a une réglementation, mais c'est une réglementation très souple. Et en outre, pendant la crise, les conditions étaient revues en faveur des propriétaires. Et il y a une chose je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais c'est important. Et c'est la chose suivante. Il faut miser, parce que le fait de miser sur le fait que chaque Espagnol pouvait être propriétaire oblige à considérer le logement en tant qu'investissement. À ce moment-là, vous avez la majorité des logements en location. Une grande partie de ces logements sont des logements qui appartiennent à des petits propriétaires qui ont fait ce que les gouvernements leur ont prescrit, en fait.
Donc ensuite, le fait de comment est-ce qu'on va réglementer un marché ne peut pas s'appliquer de la même façon face à ce type de propriétaires que face à des grands propriétaires, un fonds d'investissement ou une coopérative ou une association HLM quand ça peut exister en France. C'est pas du tout les mêmes. En Espagne, on n'a pas ce type de structure. Donc l'écart est important, justement parce que on n'a pas la même structure de propriétaire. Et donc ça va être de plus en plus facile. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de détecter les grands propriétaires et que ce soit bien défini et voir ce qui se passe. Parce qu'aucun gouvernement ne va oser en fait attaquer l'argent de leurs électeurs, qui sont des petits propriétaires. François, pour réagir peut-être, tu as évoqué tout à l'heure la question du lien qu'il pouvait y avoir entre logement locatif privé en France et logement locatif public, social, disant que l'un et l'autre aujourd'hui étaient très liés, et c'était sans doute un des phénomènes de la crise. Et tu indiquais auparavant que une des limites françaises, c'était qu'il y avait il y a eu une grosse spécialisation des approches pendant très longtemps. On faisait des approches très cloisonnées, on intervenait sur le parc de l'accession à la propriété, on intervenait sur la réhabilitation, on intervenait sur le locatif HLM, etc. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ce décloisonnement serait une solution et comment est-ce que cela pourrait se mettre en place? Alors, c'est une question compliquée. Oui. Je dirais, dans le suite de ce qui a été indiqué précédemment, si on prend donc, le schéma, c'est le problème, la difficulté principale se situe plutôt du côté du locatif privé, mais le révélateur de la crise est du côté du logement locatif social, où la file d'attente en fait s'allonge. Bon. On a et quelque chose que je n'ai pas dit et qui est très important. En France, notre parc locatif privé, je dis qu'il n'avait pas beaucoup augmenté en volume. Par contre, il s'est transformé dans sa structure de propriétaire. Et d'un parc qui était celui d'assurance et de banque, il est devenu un parc, peut-être comme en Espagne, de petits propriétaires. Et donc, pour agir sur les prix et sur la réhabilitation de ce parc, quand il est complètement atomisé, eh bien, c'est très compliqué. Donc, peut-être que l'articulation entre logement social et logement privé, elle se placerait sous l'angle de, en quelque sorte, la professionnalisation de l'activité de louer un logement. On vous avait bien indiqué dans le propos liminaire d'ouverture que le logement, c'est un droit, que c'est à la fois loger et habiter, parce que c'est un sens dans la cité, c'était la description aussi historique d'évolution des villes, toutes ces choses-là. Donc, un logement actif immobilier des petits propriétaires actifs financiers, c'est peut-être pas suffisant pour en faire vraiment un instrument du mieux habité, quoi. Voilà, ça répond pas exactement, mais Si, un si. peu la mécanique des choses. Non, c'est très souvent un sujet qui est évoqué en France par les professionnels qui demandent justement à ce que soit beaucoup plus professionnalisée la mise en gestion et la mise en location des logements dans un cadre aujourd'hui qui est effectivement très atomisé entre plusieurs propriétaires. Alors Anna, je ne me trompe pas cette fois-ci, avec mes excuses. Anna, Marie-Pierre tout à l'heure a fait un lien assez intéressant entre le modèle de production urbain et finalement la typologie quelque part du logement. Donc cette production de logements individuels qui a porté une réponse à une demande de logement familial. Est-ce que c'est cette approche qui croise en fait politique du logement et forme de l'habité est aujourd'hui en mesure de renouveler peut-être et de mieux solutionner les problématiques de logement, croisant de ce point de vue-là la typologie du logement, politique logement social ou politique logement public, ou
privée, et la forme urbaine, la production de la ville. Parce que finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé historiquement. Quand en Espagne, les villes, comme en France, comme le rappelait François tout à l'heure, il y a eu une logique de forme urbaine pour répondre à un besoin d'améliorer l'hygiène, la sécurité, la réponse au logement à une population. On a fait une réponse de forme urbaine. Tu l'as très bien montré, production de logements plus collectifs, réservation foncière, construction de la ville, etc. Est-ce que ce lien, aujourd'hui, il n'a pas été perdu à un moment donné, dans les années 70, 80, et aujourd'hui, n'est-il pas nécessaire de le reformuler? Ah oui. Le rapport entre le plan d'urbanisme et le, les, avec, comment, les plans sur le logement sont des choses qui effectivement se sont relâchées dans les années 70 et ça a été vraiment négatif à la suite du boom de 66. Et donc au Pays Basque, on a vu se produire une série d'actions en matière de logement dans les périphéries les moins favorisées, dans les zones les plus hautes, à proximité des ports industriels, par exemple. Ce sont des développements urbains en hauteur où on ne construit pas des logements de qualité. C'est pas une urbanisation minimale, même pas. Il y a juste des trottoirs, c'est pas toujours goudronné, il y a des dénivelés importants, il n'y a pas toujours des escaliers pour monter et descendre. Donc on produit des petits ghettos ouvriers, en fait. Ce sont des petits, il y a quelquefois plusieurs milliers de personnes dans ces quartiers, mais ce sont des petits ghettos. Actuellement, ces terrains, ces zones sont améliorée en ce qui concerne l'infrastructure urbaine avec des projets modernes qui dotent ces quartiers peuvent faire un pavage des rues, par exemple, qui construisent des ascenseurs intérieurs et extérieurs dans les bâtiments et pour extérieurs et tout ce qui s'est fait dans les années 70 par le secteur privé avec des aides publiques, mais d'un point de vue très basse qualité, à la fin de l'époque franquiste, on a investi beaucoup d'argent dans ce type de logement et ça a produit des ghettos, entre parenthèses, entre guillemets. Euh, c'est- C'est-à-dire que c'est les populations les plus pauvres qui sont venues travailler en Espagne et au Pays Basque, parce que ça a été un phénomène très, très sensible, et en particulier à proximité de la frontière, à Passajes, Rentería, etc. Actuellement, on essaye d'améliorer les choses dans ces quartiers pour que les personnes qui y vivent voient leur qualité de vie améliorée, qu'elles aient à disposition des espaces extérieurs de meilleure qualité, qu'elles puissent plus facilement accéder par exemple à la boulangerie qui est en bas avec un ascenseur ou que la rue soit plus facilement transitable, etc. Toute une série d'opérations d'urbanisme qui à l'époque, je pense que c'est pas, on peut pas parler d'immoralité, mais je pense que c'était des actions très peu éthiques, avec très peu de sensibilité par rapport une façon de faire la ville. Et cette sensibilité a été vraiment, s'est fait sentir après la transition, après 78, parce que quand on voit une ville comme Vitoria qui a reçu le siège du gouvernement basque. Il y avait des standards de largeur de rue, de qualité des rues, d'infrastructure, tout ce qui concerne la structure des voies de communication pour se promener, pour avoir accès au commerce, etc., etc. Et c'est vrai il y a un traumatisme dans les zones industrielles qui ont été construites n'importe comment, comme de vraies ruches qui sont je ne sais pas si j'ai répondu à la question dans les années 70, c'est pas mon domaine, mais je vois qu'actuellement les projets architecturaux peuvent répondre à des appels d'offres ils gagnent ces appels avec des projets pour
équiper des quartiers sont des personnes qui ont maintenant 80 ans, qui peuvent plus monter les côtes. C'est une côte où il y a de la boue, il faut mettre en place un escalier, il faut installer un ascenseur, il faut faire toute une sorte d'action, mettre en place toute une sorte d'action pour adapter la topographie du quartier à sa population. Et donc, c'est ce qui est en cours actuellement en Guipuscoa, dans la Guipuscoa industrielle, ce sont des problèmes vraiment en cours. Et je pense que dans le reste de l'Espagne, c'est la même chose, mais ici, non, on a une concentration de zones industrielles, donc de zones ouvrières, de quartiers ouvriers. Et les promotions de logements publics plus ultérieures ont une qualité, en fait, une qualité supérieure qui sont là. Et actuellement, les qualités minimales en Espagne, euh, tous les logements doivent avoir cette qualité minimale, enfin minimalement quoi. Et à partir de là, ça peut être supérieur évidemment la qualité des logements. Mais à partir de là, j'aimerais faire un point sur le changement entre la structure de la propriété en Espagne. En Espagne, le changement de sa structure est très lié à la politique des logements bon marché parce qu'il y a eu un saut entre la première loi qui misait sur euh, subventionner une partie du loyer et on est passé à des coopératives de logement qui pouvaient promouvoir la construction. Entre 1923 et 1931, c'était une dictature molle, disons, de Primo de Rivera. Et là, il y a eu un changement très marqué sur la figure de crédit immobilier à 3% d'intérêt. La loi de 1931, en fait, a misé sur l'accession à la propriété par le biais de coopératives. En 1931-32, en Espagne, le parc immobilier en location était beaucoup plus important que celui en propriété. C'était ce qui était habituel à l'époque de ma grand-mère. Quand quelqu'un se mariait, quand les couples se mariaient, ils louaient un appartement. Ils louaient un appartement. Et même quand la famille s'agrandissait, on changeait, mais on louait un appartement plus grand, par exemple. Et donc, à l'époque de Franco, l'idée selon laquelle la maison, le logement est l'investissement le plus important d'une famille tout au long de la vie, cette idée s'est fait place et ça a permis euh, et donc, l'idée de transformer chaque prolétaire en propriétaire, c'était une idée sociale de l'époque. Et elle venait de loin, hein, mais c'est sous l'époque franquiste, à l'époque franquiste, qu'elle a été vraiment mise en œuvre. Et c'est l'un des éléments du problème actuel du manque de location, parce qu'au Pays Basque et en particulier à Saint-Sébastien, il y a beaucoup d'investissements extérieurs, étrangers, et donc ce sont des investissements, c'est une tirelire. Les gens investissent et les loyers sont très élevés. Ça veut dire que les jeunes ne doivent quitter la ville ou alors aller vivre dans des quartiers ou des communes éloignées. Et à partir de 1978, la transition n'a pas réussi à améliorer les choses, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, merci beaucoup, Anna. Et tu as évoqué la question de l'amélioration de l'environnement public de ces quartiers construits à l'époque. J'ai envie de faire un petit lien avec la question de l'amélioration aujourd'hui du logement, Marie-Pierre. Tu as évoqué qu'on a produit la ville et tu avais un lien avec cet accès à cette définition du logement lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette pratique d'une ville que tu dessines un petit peu différemment, plus dense, plus optimisée, je ne sais pas quel mot tu choisiras, est-ce qu'il, d'après toi, ne faut pas reconcevoir différemment le logement lui-même, c'est-à-dire parler différemment du logement, de la partie privative, de ce qu'on appelle les communs du logement. Est-ce qu'il faut aussi concevoir différemment le logement en l'approchant au-delà de ces frontières de surface habitable et en retraitant différemment et en approchant différemment le commun d'un logement? Tu as parlé de différentiel entre l'espace collectif, l'espace partagé, l'espace public. Est-ce que c'est une dimension aussi de la reconfiguration des quartiers que tu évoquais, de reconsidérer aussi le modèle du logement lui-même? Merci pour le cadeau, Denis. Mais je vais tenter une approche, quoi.
Je vais enlever ça déjà, ce sera mieux. Je m'entends en écho. Alors, je pense que le fait de dire que la ville est finie et qu'on va de toute façon faire avec le déjà là, fait qu'il faut forcément changer de logiciel de conception. Le fait que la famille évolue, hein, ce qu'on a vu aussi, au-delà des questions des politiques de logement. Alors, je ne sais pas comment, je n'enseigne pas dans les écoles d'architecture ni d'urbanisme, mais j'ose espérer qu'il y a quelques transitions à l'œuvre, et je pense qu'on peut déjà les voir. Donc oui, enfin, la réponse est forcément oui. Après, comment, j'ai pas forcément j'ai pas la solution. Par contre, je pourrais tenter un peu un sur-mesure ou chirurgie esthétique, je ne sais plus avec qui j'en parlais là, tout à l'heure à la pause café, c'est que de toute façon aujourd'hui, faire avec ce qui est déjà là, c'est forcément faire un exercice de suture, de couture, oui, un peu de chirurgien. Alors ça fait trop longtemps que je suis diplômé de l'école d'architecture, mais c'est pas du tout ce qu'on apprenait dans les écoles d'architecture il y a 30 ans, donc je pense que ça a quand même un peu évolué, mais je connais bien quand même les personnalités des concepteurs qui ne sont pas toutes forcément très, très ouvertes quelque part à faire avec un héritage de l'autre, en fait, parce que je pense que c'est ça la vraie question. Oui, il faut repenser la cellule logement, mais quelque part on l'a déjà fait au cours des temps. Et puis ce que nous invite à faire notre cadre réglementaire, c'est surtout de le repenser en plus en verticalité. Donc ça change forcément la conception du logement, même si on a su faire. Donc peut-être qu'il faut revenir aussi à des modèles, voilà, enfin se réinspirer de modèles, parce que ça, vous l'avez dit, moi je l'ai peu dit, mais il y a aussi quand même une tradition de concepteurs liée à la politique des grands ensembles des années 70 qui font qu'on a quand même des logements hyper bien conçus, enfin, comme on n'en conçoit plus, ou très peu. Enfin, moi, je suis plutôt de dire qu'on construisait mieux avant. Alors, peut-être pas en termes énergétiques, mais par contre, en termes de surface, c'est évident, on a un peu parlé, mais on a quand même beaucoup perdu en surface. On discutait tout à l'heure, et je ne sais plus qui, de maisons aujourd'hui qui sont tellement des maisons de poupées qu'elles n'ont même plus les attributs recherchés de la maison, c'est-à-dire elles n'ont même plus le jardin, elles n'ont même plus la surface. En fait, elles ont plus qui fait les gens, ou ce qui faisait leur attractivité. Donc je pense qu'en effet, tout ça est à refondre. J'ai pas du tout la solution. Je trouve que c'est une question un peu difficile. Mais je pense qu'il va falloir être inventif, oui. Il faut être inventif et que de toute façon, le cadre nous y. Le cadre et le climat, donc il y a la crise du logement, mais je pense qu'on pourrait rajouter celle du climat maintenant, quand même, la double crise, qui va nous contraindre à le faire. Et des communs, par exemple, aujourd'hui, quand dans nos appartements, nos immeubles, la crainte de la densité, de la hauteur en particulier, comme tu le disais en France, à l'inverse de l'Espagne, Raquel et Anna, je pense, peuvent en témoigner. Il y a une verticalité qui n'est pas crainte, qui n'est pas repoussée en Espagne. Peut-être d'ailleurs que vous pouvez nous dire si les choses ont évolué ces derniers temps par rapport à ce rapport à la verticalité, à la hauteur. Mais en France, en tout cas, cette crainte peut-elle être contournée par repenser, par exemple, les communs aujourd'hui dans un immeuble, c'est le couloir, c'est l'ascenseur, l'escalier, le parking. Or, aujourd'hui, les logements, comme tu le disais, ont réduit de taille, mais les besoins de vie tu l'as dit d'ailleurs dans une diapositive, tu en as montré une, hein, l'évolution des ménages, la recomposition des ménages, fait qu'on pourrait peut-être imaginer des programmes qui soient plus avec des offres partagées d'espaces, d'ateliers, d'espaces de coworking, d'espaces de loisirs, qui soient partagés en commun. Tu as vu une expérience d'ailleurs intéressante récemment sur la petite commune de Tarnos au-dessus de Bayonne, là-dessus. Oui, alors il y a cette expérience récente où en effet, enfin, pour la décrire très vite, c'est une opération assez compacte, pour le coup, d'une signature très espagnole, d'ailleurs, par un architecte espagnol, par contre qui offre beaucoup d'espace extérieur et qui offre quand même quelque chose de singulier. On verra, les élus sont d'ailleurs très humbles par rapport à comment ça a fonctionné, mais en fait une place publique en hauteur, donc au 5e ou 6e étage, donc en fait un rooftop partagé pour faire du potager, pour bricoler. Oui, oui, partagé à l'échelle du quartier, pas à l'échelle de l'opération, une véritable place publique, quoi. Donc qui est quand même un modèle très, très innovant, hein. Je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, on verra bien comment ça vivra. Moi je crois que surtout finalement on a une chance aujourd'hui, c'est que
quelque part, nécessité fait loi. Donc le commun, quand bien même on n'en aurait pas envie, de toute façon, vu qu'on aura moins les moyens, ça va devenir de toute façon une solution, j'ai envie de dire, propriétaire ou locataire. Pour moi, ce sera le même combat. C'est qu'aujourd'hui, on est plus apte à partager parce qu'on ne peut pas se payer l'individualité. Donc, enfin, c'est peut-être aussi parce qu'on évolue dans nos. Je crois beaucoup quand même dans la jeunesse et son partage de voitures. Enfin, nous, on était incapables il y a 5 ou 10 ans de partager notre voiture. Bon, aujourd'hui, les jeunes, ils veulent même plus de voiture, ils veulent même plus passer le permis. Donc, je pense que ça se produira dans le logement aussi. Mais ça se produira peut-être par contrainte. Je ne suis pas sûr que c'est par effort de conception. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose aussi à changer. Et puis vous le disiez très bien et vous en parlerez mieux que moi. Moi, je peux plus facilement parler des concepteurs, mais on pourrait parler quand même des promoteurs aussi. Voilà. Donc je pense que tout ça, c'est aussi une chaîne. Et c'est vrai que dans les acteurs, on parle quand même très peu des concepteurs. Et je pense que ça, c'est un. Je ne sais pas si c'est un phénomène que l'on peut observer dans d'autres pays européens ou même en Espagne. Alors je sais qu'en Espagne, les concepteurs qui manquent, ce sont les paysagistes, qui sont devenus aujourd'hui pour nous, je pense, ceux qui ont le plus d'idées innovantes dans la manière de concevoir des espaces urbains. En tout cas, ça, c'est mon expérience qui me le fait dire, parce que justement, c'est par l'approche de ce qui ne sera pas construit. Et, et, et voilà, je pense que ça va être assez salvateur. En tout cas, il faut y croire. Merci Raquel. Est-ce que l'approche, ce qu'on évoquait sur cette différence entre accédant ou propriétaire et locataire en Espagne est une aspiration nouvelle des Espagnols ou pas, ou c'est sous la contrainte? Quelle est l'attractivité du public espagnol, des populations, des ménages pour la partie locative? Est-ce que c'est sous la contrainte ou est-ce que c'est des changements éventuellement de comportement qui se dessinent dans la jeunesse aujourd'hui, d'être moins attaché à un logement? Je crois que si on pose la question à un jeune, quel est son souhait en matière d'accession au logement, il dira qu'il veut être propriétaire. Il veut devenir propriétaire. J'en peux ajouter des éléments parce que ce sont des choses intéressantes. Euh, En principe, quand on regarde ce qui est le plus cher ou ce qui est le moins cher, et la location, le loyer est plus cher que l'accession à la propriété. Si on regarde la qualité du logement, normalement, la qualité du logement, d'un logement en location est moins bonne et quand je parle de qualité, c'est la qualité de l'immeuble, de construction, parce que souvent il n'y a pas d'ascenseur, la qualité interne, il peut y avoir plus ou moins de services. Et donc, je pense que là, il y a un petit pourcentage de gens qui pensent que momentanément, temporairement, je vais me débrouiller en location. Mais si on pose la question vraiment à n'importe qui, quel est son souhait, et il va dire qu'il veut devenir propriétaire. Je pense que le fait de vivre en location n'est pas une décision, c'est une décision conjoncturelle en fonction des conditions professionnelles, de l'emploi, d'accès au crédit également ne permettent rien d'autre. Je ne crois pas il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là, hein. Et je ne vois pas pourquoi on devrait changer si on ne garantit pas une possibilité d'avoir le même prix, que ça revienne au même prix de payer un loyer ou d'être propriétaire, de payer un crédit. Les conditions parce que c'est vrai que les logements en location sont dans des conditions très, très négatives. Elles sont souvent pensées contre le locataire, en fait, euh, aux dépens du locataire. Donc, je pense que en l'Espagne, ce qu'elle a besoin, c'est d'aboutir à un équilibre dont vous avez parlé euh, par rapport à la forme d'accès à la propriété avec des propriétaires. Cette sensation ici en Espagne que l'on peut décider en fonction des options, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Actuellement, non. Et si tu me laisses
ajouter quelque chose en ce qui concerne la verticalité, la densité, moi je dirais deux choses à ce niveau-là. La première chose, c'est que la densité de la population vient du territoire, des conditions climatiques, des conditions de l'écosystème du territoire, et la densité est en Espagne est très forte parce qu'il y a de moins en moins d'eau, plus on va vers le sud. Les Arabes le savaient déjà. Ça dépend de la disponibilité en eau. Et on n'a pas peur de la verticalité parce que pendant longtemps, ça a été symbole de prospérité en Espagne. Quand on voit, quand quelqu'un veut démontrer qu'il est, ici, hein, quand quelqu'un veut démontrer qu'il a de l'argent, qu'il est riche, qu'il a un potentiel et qu'il a la capacité, il parle d'une tour. À Madrid, c'est évident. À chaque fois qu'on essaie de démontrer un pouvoir économique au niveau immobilier, euh, on, on commande une tour à un architecte étoile pour que une tour avec une signature illustre d'un architecte illustre. Et ça marque une ville, et donc c'est un aspect important. Dans la densité, c'est bien, mais la verticalité également. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est vrai que le modèle plus d'habitat plus dispersé qui est celui qui est le modèle français, du point de vue de la tradition espagnole, nous, on n'a pas la rue, la vie dans la rue. Et la vie dans la rue, la vie sociale dans la rue, ça vient justement de cette densité de population. C'est une deuxième vie. On a la vie à la maison et la vie dans la rue. Et donc, je, c'est vrai que moi, je sens une certaine agoraphobie, une certaine angoisse quand je suis sortie me promener ici et je vois des zones où il y a une maison avec son jardin, un petit mur, une maison à côté, enfin, des rues bordées de maisons avec chacune leur jardin. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour se promener, il n'y a pas de place pour la vie sociale. Et pour nous, c'est tellement important que peut-être que dans le Nord, c'est là que c'est le plus vrai. Et dans le Sud, c'est différent. Mais c'est vrai que la rue, la vie dans la rue que permet cette ville compacte, tous les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces, c'est vraiment très important pour nous. Point de vue partagé, Marie-Pierre? Oui, j'avais envie de réagir tout à l'heure. Hop. Nous, nos ghettos sont horizontaux, en fait. Mais nous avons des ghettos d'ensemble pavillonnaire. Et souvent en plus éloignés. Donc là, c'est pas forcément qu'il manque un escalier, c'est qu'il manque 40 km à faire pour accéder à un service ou pouvoir bénéficier d'une intensité de lien social. Donc nous avons nos ghettos, pas forcément d'ailleurs de pauvres, hein, mais en tout cas nos gated community, comme on le dit. Et nous en avons beaucoup. Et même au sein quelque part des agglomérations, quoi. C'est ce qui est encore pire peut-être. Oui, je pense que la compacité qui est la nôtre est liée à une certaine pauvreté. Elle est liée à une certaine pauvreté, oui. Essayer de concentrer l'effort économique sur un espace le plus petit possible parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire des équipements publics. Et donc, et ce tissu commercial, de petits commerces, tout serré dans des tout petits locaux, c'est très lié c'est lié au fait qu'on vient d'une époque bien plus pauvre. Mais je comprends que effectivement, cette utilisation de l'espace qui est celle que vous avez est liée au foncier, enfin à la gestion du foncier, au prix du sol, effectivement. François, peut-être pour reboucler aussi sur la crise du logement, euh, à t'écouter, j'avais aussi l'impression euh, que, la perception française de résolution des différentes crises que la société française a traversées sur le logement ces dernières années était majoritairement abordée par la question de l'offre, de la quantité d'offres, et assez peu par l'autre
aspect qui est celui de la nature de la demande ou de la difficulté que la demande a à pouvoir trouver satisfaction. Est-ce que c'est une réalité que tu constates depuis ces 30 dernières années, une dominante de la réponse française par une approche de quantité de l'offre ou c'est pas tout à fait exact? Si, je partage totalement. On construit en moyenne 300-400 000 logements par an. On fait des très très grands débats sur le nombre à produire, qui ne change pas grand-chose puisqu'on produit ce qu'on arrive à produire. Ça ne se décrète pas. Et ça représente grosso modo 1% du parc. Donc la ville se renouvelle par le neuf à 1% par an, ce qui est un phénomène très lent et qui est donc loin du temps de vie des projets des habitants. Ensuite, sur les attentes, on a parlé donc de la vie urbaine, de la vie sociale à travers la ville, là, dans vos dernières interventions. Il y a un autre aspect, je pense, beaucoup moins sexy, mais très prégnant, je pense, sur les 30 dernières années. C'est la transformation du logement, qui est un usage et une entrée dans la vie sociale, familiale, un lieu de lien, en actif financier. Et ça s'explique en partie par les doutes des Français sur leur modèle social, notamment le système de retraite. Et un autre point, c'est le niveau historiquement bas des taux d'intérêt sur les 20 dernières années, qui ont ouvert la possibilité de crédit et une mise en concurrence d'être locataire ou propriétaire, non pas sur l'usage et le côté pratique, mais sur le fait que c'est un peu nul d'être propriétaire parce que en fait, un peu nul d'être locataire parce qu'on se rend compte qu'on pourrait être propriétaire pour à peu près le même prix. Ce qui est peut-être une parenthèse historique, mais qui a modifié profondément les représentations. Et donc, par rapport à ce qui a été dit en Espagne, où finalement on n'a pas trop le choix, on se loge au mieux comme on peut. En France, on a eu cette question de fond qui est est-ce qu'on se loge pour habiter et où est-ce qu'on se loge pour constituer un patrimoine financier. Et ça, ce glissement de, de définition, en entrée, vous parlez de matinée, de définition, eh bien, il y a peut-être quelque chose d'assez profond dans la représentation de la population qui nous renvoie à la question que vous posez à l'instant. Merci beaucoup François. Effectivement, là on est vraiment sur le retour à la première intervention d'Hélène sur le mot loger. On parle aussi dans nos métiers de financiarisation du logement. Souvent avant on l'associait aux investisseurs, qu'il fallait intervenir dans une logique de financiarisation. Et en fait aujourd'hui les ménages constituent aussi un patrimoine, comme tu viens très bien de l'expliquer, et dans une logique de financiarisation. Je rebouclerai aussi quand même sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du logement social qui était par rapport à la politique en Euskadi qui avait décrété que le logement social était maintenant de caractère social permanent. Tu disais qu'en France, sur la partie locative, c'était le cas. On a aussi en France des réflexions, juste pour présenter à nos amis de l'autre côté de la frontière, des réflexions sur la partie accession sociale à la propriété pour permettre une permanence du caractère social et public du logement en différenciant la propriété du sol de la propriété des murs et de l'usage. C'est ce qu'on appelle le bail réel solidaire. Je ne sais pas comment nos traductrices vont pouvoir faire, mais pour le traduire exactement, mais voilà, c'est une distinction entre la propriété du sol qui reste publique, on va dire, et la propriété des murs qui reste individuelle et encadrée dans sa revente. Donc en fait, on a pas mal de réflexions, je pense, qu'on pourrait partager encore sur ces sujets et que je pense que nos intervenants de cet après-midi, qui vont être beaucoup plus opérationnels que l'on a été ce matin, vont pouvoir aborder également. Je crois, Hélène, que je te cède la parole pour une finition quasiment à l'heure. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour Raquel. cette table ronde. Merci. Merci à tous les intervenants de la matinée pour ces exposés très intéressants. Donc là, on va s'arrêter, on va déjeuner et on reprendra donc le reste des activités à partir de 2 heures. Merci à tous et on vous rejoint pour les personnes qui sont en ligne. On vous rejoint à 2 heures.